quelle belle chose de courtiser une femme. C'est un beau moment. Même si on reçoit un refus, mais on peut avoir le sourire aux lèvres, d'avoir dit des beaux mots, d'avoir été un gentleman. Mais si on ne peut pas parler à une femme, à qui on va parler? Merci pour l'invitation. Effectivement, le sous-titre Haïti 220 ans de tragédie politique, c'est le sous-titre de mon dernier ouvrage qui s'appelle De l'opposition haïtienne et à l'assassinat d'un chef d'État. C'est un livre qui reprend justement le parcours depuis l'élection du président Jovenel Moïse jusqu'à son assassinat, où j'ai démontré par A plus B comment, après des recherches possibles, qu'il fallait que ça arrive, parce que de toute manière, dès l'arrivée du président Jovenel Moïse au pouvoir, donc l'opposition était tellement vent debout, donc évidemment il n'y avait aucune chance pour ce président sortir vivant. D'ailleurs, j'ai démontré que l'ensemble, c'était la suite d'ailleurs de son élection et à la suite de son élection après Martelly. Donc, et depuis, l'opposition n'a jamais accepté son élection. Donc du coup, il y a tout un ensemble. Il n'y a pas que l'opposition, mais il y a la bourgeoisie, il y a le secteur d'affaires, il y a le secteur économique qui pensait toujours garder la même mise sur le politique en Haïti. Donc du coup, comme Jovenel, dans un premier, en tout cas au moins un an avant la fin de son mandat, avait voulu reprendre la main, remettre Haïti, en tout cas au moins retirer les avantages que tous ces secteurs ont toujours eu sur Haïti, donc évidemment, il y a tout un ensemble qui se mettent ensemble, il y a une sorte de compilation des faits qui se produit, produit l'assassinat de ce chef d'État, que de toute manière, que là, il était difficile pour lui de sortir vivant. Bon, oui et non, puisque donc, du côté haïtien, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mais du côté américain, et c'est là le drame haïtien, on a toujours constaté qu'effectivement, on constate toujours effectivement qu'en Haïti, c'est de l'extérieur que ça se passe. Les Américains ont pu arrêter beaucoup de monde, un peu partout, et ont jugé ces gens-là, que ce soit en Floride, etc. Et il y a beaucoup qui sont condamnés. D'ailleurs, j'ai publié dans ce livre la liste complète de tous ceux qui ont été arrêtés, jugés et condamnés par la justice américaine. Or, du côté haïtien, nous sommes toujours en 2004. Nous sommes aujourd'hui 30 novembre 2024. Il y a eu beaucoup d'arrestations en Haïti. Il y en a qui étaient en prison, qui sont évadés par rapport à la conjoncture politique compliquée en Haïti. Mais pour l'instant, il n'y a aucun procès, aucun jugement, donc aucune condamnation. C'est le premier, en tout cas, depuis près de 4 ans, cet assassinat qui démontre vraiment de manière profonde l'ensemble des faits. C'est-à-dire, donc, je parle du premier jour de son élection jusqu'à son assassinat, où j'ai démontré tout le parcours qui a conduit en tout cas à son assassinat, puisque lui, dans un premier temps, il était comme un chef d'État comme les autres, etc., accepter que bon, la bourgeoisie et l'ensemble de la classe continuent à avoir la même mise. Et quand il a compris que ça pouvait marcher, problème d'électricité, nous sommes dans un monde de blackout, il y a les vendeurs d'inverteurs partout qui empêchent que l'administration publique haïtienne, qui empêche que l'État fonctionne, il avait voulu prendre la main. Mais là, il n'y a pas que ça. Mais j'ai démontré aussi que Haïti, c'est une tragédie. Pourquoi? C'est depuis son indépendance. Parce que là, je pars pour dire que depuis l'assassinat de Jean-Jacques Dessalines, le père fondateur, 2 ans après l'indépendance, que nous vivons dans une tragédie. Le peuple haïtien vit dans une tragédie. C'est-à-dire tout est tragédie en Haïti. Même la création même de l'État d'Haïti qui sort de près de 3 siècles d'esclavage. Donc, c'est dire que jusqu'à aujourd'hui, ce peuple continue dans l'esclavage, continue dans cette tragédie qui n'en finit pas. Et on a constaté, même après l'assassinat du président, on est toujours 3-4 ans après. Donc, ils n'arrivent même pas à trouver un successeur. C'est-à-dire donc la situation s'est empirée. Donc aujourd'hui, problème de sécurité, problème gouvernemental, instabilité de tout. Donc ça veut dire que c'est un peuple qui vit de tragédie en tragédie et une tragédie sans fin. Une tragédie sans fin, ce que vous dites. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas une solution?
Bon, il y a toujours une solution, c'est-à-dire donc l'espoir fait vivre, comme on dit dans tous les langages. C'est-à-dire tant qu'il y a de la vie, donc il y a le souffle, on continue à respirer, il faut tout penser, il faut pas être pessimiste. Mais c'est vrai, la façon dont ça se présente en Haïti, la complicité des choses en Haïti par rapport à cette communauté nationale qui soi-disant là pour aider les Haïtiens, mais en fait qui assiste et qui contribue de manière très importante dans cette tragédie. Donc je ne suis pas sûr que la solution est pour demain, mais c'est vrai, il faut vivre avec espoir qu'un jour, comme ça a été, comme il fut un temps, il y a de plus de 200 ans, avec Dessalines, avec les Christophe, qui ont pu sortir le peuple de l'esclavage, ben on pense qu'un jour aussi, il y aura un autre Jacques Dessalines, il y aura d'autres Capra la mort, il y aura d'autres Henri Christophe qui sortiront des bois pour justement pour dire non, ça suffit. Abraham, c'est assez comme on dit, et pour donner justement cet espoir, cette manière de vivre que les Haïtiens cherchent à avoir vu comme tous les peuples, parce que nous sommes le seul dans les Caraïbes à vivre de cette façon. Or, Haïti, il fut un temps, c'était la perle et l'Atlantique, c'était le plus beau pays de la Caraïbe. Donc aujourd'hui, on est dans une situation, mais une situation qui est favorisée par ses propres fils, par les dirigeants haïtiens, et évidemment avec la complicité de certains pays voisins, de certains pays dits amis, mais en fait qui participent justement à cette déstabilisation indéfinie en Haïti. Oui, cette année. Je vous présente au fond plusieurs livres. D'abord, il y a L'anti-impérialisme américain. C'est un livre qui est très actuel, d'une grande actualité parce que nous avons affaire avec les Américains depuis, disons, près de 2 siècles. En fait, dès l'année 1896, les Américains essaient de s'emparer de l'île de la Gonâve chez nous en Haïti. Et puis en 1915, Haïti a été occupée par les Américains. Et puis depuis ce moment-là, les Américains dominent Haïti. Alors on est passé d'une hégémonie française, surtout française, et à une hégémonie américaine. Disons. Actuellement, on pourrait dire que nous sommes comme un protectorat des Américains. On parle de l'arrière-cour des États-Unis à Haïti, etc. Parce que nous sommes plus ou moins dépendants des Américains, des États-Unis, du point de vue économique et même politique entre-temps, parce que nos dirigeants vont dans les ambassades américaines pour prendre de l'ordre. Alors les Américains s'immiscent constamment dans les politiques, dans les affaires internes, les affaires intérieures d'Haïti. Mais dans ce livre-là, il s'agit surtout de la culture haïtienne. C'est un mélange. C'est l'identité multiculturelle haïtienne. Exactement, de la culture haïtienne. Mais pourquoi multiculturelle? Multiculturelle parce que c'est une identité qui est fondue au creuset de plusieurs races, disons. Enfin, de la race des Taïnos, des Indiens, puis des Africains qui ont été transportés de force en Haïti. On les a capturés en Afrique, on les a transformés en esclaves. Et puis, il y a les Français également. Enfin, c'est au moins un triple héritage. Un triple héritage parce qu'il y a quelque chose des Espagnols, des Anglais aussi. Mais la culture est surtout un mélange indienne, africaine et française. Mais à 80% africaine. C'est vrai, vous avez dit 80% africaine, mais vous avez fait beaucoup de recherches pour pouvoir instituer tout ça. Normalement, c'est-à-dire j'ai fait beaucoup de recherches. Vous avez voyagé, tout ça. Oui, j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus. C'est vrai, unique et héritage. Normalement, on est plusieurs, on pourrait parler de plusieurs races, disons, mais nous sommes quand même unis. C'est-à-dire l'une de nos caractéristiques principales, c'est notre résilience, par exemple. L'Haïtien est comme un roseau, il plie, mais il ne se laisse pas casser si vite, etc. Vous comprenez? Oui. Alors, vous voyez ce qui se passe en Haïti après plusieurs temps de l'assassinat du président. Quel est votre avis? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Non, ce problème, c'est un problème purement politique parce que
La majorité des Haïtiens, disons, en Haïti, tout est politique. Bon, on fait des blagues politiques. Et disons, non, on ne peut pas dire chaque Haïtien, mais presque tous les Haïtiens travaillent dans l'État. Et tous les politiciens haïtiens ont le rêve d'être à la plus haute magistrature de l'État. Alors il y a constamment des compétitions entre les Haïtiens. Et parfois ça va jusqu'au meurtre. C'est très important ce que vous énumérez là. Oui, mais c'est la vérité, c'est la réalité. La réalité, on a au moins 5 présidents haïtiens sont morts au pouvoir. Disons, Dessalines, c'est le premier, c'était le fondateur de notre indépendance, il a été assassiné. Un autre est mort avec le palais. Le palais a été explosé. Lui, il a été massacré, le président Jovenel Moïse, etc. Après, c'est triste, président. Alors, a été assassiné, que soi-disant dit, il n'y a pas de justice. Oui, il y a en Haïti, le pire, c'est qu'il y a l'impunité, disons. Il y a beaucoup de crimes qui restent impunis. Et ce n'est pas bien. Parce qu'on parle d'un état de droit, mais en réalité, on ne peut pas parler d'un état de droit en Haïti. Parce que plusieurs gens ont été assassinés, des journalistes, par exemple. Jean-Dominique, c'était un journaliste très connu, très célèbre. Lorsqu'on critique un gouvernement établi, ils sont prêts à tout. Ils laissent assassiner, par exemple, les opposants. Vous comprenez? Alors, c'est là la situation. Et ces crimes-là sont restés impunis jusqu'à présent. Ben oui, c'est comme ça. Alors, vous êtes ici présent, 11e édition. Qu'est-ce que vous sentez quoi d'être présent à ce 11e édition Salon du livre haïtien? Non, j'aimerais présenter quelque chose d'original sur Haïti parce qu'il s'agit de notre identité. En Haïti, il y a deux genres. Il y a 3 couches en Haïti. Il y a l'élite haïtienne, il y a l'élite économique, l'élite intellectuelle, il y a la classe moyenne, il y a les masses populaires. Disons entre l'élite haïtienne et la paysannerie haïtienne, il y a un fossé. Alors ce sont des gens qui ont des mentalités tout à fait différentes. Et c'est de quoi nous parlons dans le livre. Tout simplement, alors là, j'essaie de faire comprendre aux Haïtiens eux-mêmes ce qu'ils sont, comme Haïtiens, ce que ça veut dire être Haïtien, du point de vue culture, parce qu'il y a des Haïtiens qui, jusqu'à présent encore, renient leur origine africaine. Ils sont plus tentés à se faire passer pour des Français ou bien pour des Sud-Américains. Mais il y a des Haïtiens, surtout ceux de la paysannerie, ils reconnaissent leur ascendance africaine. Alors ce sont les vrais Haïtiens, dit-on. Alors on disait un certain temps en Haïti qu'il y a les créoles et les bossales. Les créoles, le mot créole signifie né en Haïti. Au début, c'était utilisé pour les blancs, pour les colons qui étaient nés en Haïti. Mais entre-temps, on parle de créole pour les gens qui viennent de la ville en Haïti. Et les bossales, ce sont les Africains qui sont arrivés au dernier moment, disons, en Haïti, qui ont fait la guerre exactement parce que c'était les vrais rebelles. Et ils ne se laissaient pas tout faire en Haïti, contrairement aux esclaves de maison. Vous comprenez? Alors maintenant, leurs descendants, ce sont surtout les paysans haïtiens. Vous comprenez? Toutes les révolutions haïtiennes commencent en dehors de la capitale, surtout par les bossales, par les descendants des bossales, par les paysans. Par exemple, en 1915, l'élite haïtienne, la bourgeoisie, avait d'abord salué l'arrivée des Américains. Mais c'est quelqu'un de la masse populaire qui a pris des armes avec un tas
de gens qu'on appelait les cacos pour essayer de refouler les Américains dans la mer. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. Les Américains ont massacré un tas de gens, ont fait beaucoup d'abus. Et c'est pour vous dire qu'on dit parfois qu'il y a deux peuples dans un seul peuple en Haïti. C'est ça. C'est pas évident, mais c'est vrai, vous avez bien détaillé tout ça. Oui, enfin, vous pouvez tout apprendre dans ce livre-là, l'anti-impérialisme américain. En Haïti, on en a parlé, sous forme de discussion d'abord sur les réseaux sociaux. Et puis là, ça se compense les deux livres de toutes les façons. Après là, il y a notre identité. Nous avons démontré comment nous avons résisté et d'abord aux influences américaines. Yeah. Mais bien entendu, avec la musique, le jazz, enfin, on a quelque chose de la culture des Afro-Américains, disons, avec le jazz par exemple. Mais autrement, ce qui est à la langue, c'est maintenant que les jeunes Haïtiens qui vont aux États-Unis, enfin, pour une raison ou pour une autre, certains ont laissé le pays pour des raisons politiques, d'autres pour des raisons économiques. Maintenant, ils parlent de plus en plus l'anglais. Ouais. Mais nos deux langues officielles, c'est le français et le créole. Yeah? Ce sont nos deux langues officielles. Oui, cette année, c'est la 11e édition du Salon du livre haïtien, mais également, c'est la 30e année d'existence de Haïti Future, l'association qui organise ce grand événement. Haïtienne de France, c'est plutôt la dynamique des personnes de la communauté, à la fois sur le plan professionnel, sur le plan social et sur le plan culturel. Et comment cette communauté bouge, c'est un article que je suis en train de travailler pour faire évoluer cet article en un ouvrage, mais par contre sur la diversité, c'est beaucoup plus global en France. Je parle un peu de la diversité haïtienne de France dans ce livre-là, mais c'est beaucoup plus la diversité des personnes d'origine étrangère qui vivent en France. Mais par contre, pour la diversité haïtienne de France, c'est plutôt un ouvrage qui va s'orienter vers la dynamique socio-culturelle et aussi entrepreneuriale des Haïtiens de France, comment ils arrivent à s'en sortir et malgré les pressions qui peuvent exister sur eux dans un pays étranger comme la France. On prend l'exemple de certaines personnes qui sont reconnues, notamment des écrivains haïtiens qui ont fait leur nom. Parfois, ils sont arrivés en France, ils n'étaient pas écrivains. Ils étaient soit des intellectuels du domaine de la médecine ou bien des sciences mathématiques, mais après, se sont convertis en écrivains pour pouvoir apporter un autre message. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas un honneur dans le sens que je suis en train d'honorer le nom de ces personnes-là, mais seulement qu'on a toujours une origine, on cherche à revendiquer, nous qui sommes Haïtiens de France, l'origine de Dumas, Alexandre Dumas, qui est vraiment d'origine haïtienne et qui est le premier écrivain français, qui a écrit sur la cuisine. Si on parle de la gastronomie française, maintenant le père de l'écriture sur la gastronomie française, c'est Alexandre Dumas, qui est d'origine haïtienne. Je pense que c'est dans cette ligne-là que c'est pas que je cherche à m'insérer, mais de suivre cette trace-là, ça nous donne un peu d'envie. Si vous vous rappelez l'histoire également de la réponse d'Anténor Firmin à Arthur de Gobineau, là aussi, c'est une contribution pour l'humanité. Mais dommage, les Haïtiens n'ont pas lu l'œuvre d'Anténor Firmin. La majorité des Haïtiens, ce n'est pas tous les Haïtiens, c'est plutôt la majorité des Haïtiens qui n'ont pas lu, qui donnent quand même de l'espoir aux afro-descendants et au peuple noir en général. Voilà. C'est très bien tout ça et je tiens à vous féliciter pour ce que vous faites dans la communauté. Vous avez épaulé Lydia aussi à travers son œuvre, la création, sa radio, tout ça, vous l'avez aidé, félicitations. Alors ça c'est la personne que vous connaissez, mais en fait, notre rôle, c'est de s'entraider entre nous. Quand chaque personne cherche à aider l'autre, comme ça on avance ensemble. Alors avant, c'est vrai,
j'étais dans les médias en Haïti. Arrivant en France, j'ai continué à nouveau dans les médias, mais il n'y a pas que ça que j'ai fait. Aussi, j'aide aussi, maintenant, c'est mon nouveau projet, c'est d'aider les jeunes, à la fois en France et en Haïti, sur tout ce qui concerne la gestion. D'ailleurs, j'ai créé des cours que je donne gratuitement en ligne. Il suffit que ces jeunes-là ont un moyen pour se connecter directement sur Internet. Une fois qu'ils se connectent, ils auront des cours soit sur la relation internationale, soit sur la communication, soit sur le marketing et aussi même la création des sites Internet. Moi, c'est un devoir. C'est vrai que parfois, les Haïtiens pensent qu'il faut être président ou bien sénateur, député du pays pour diriger le pays. Non. Tout ce qu'on fait là, ce que vous êtes en train de faire là, donner la parole à des Haïtiens, vous êtes en train de diriger Haïti. Voilà, c'est ça que les gens doivent intégrer dans leur réflexion. Voilà, parce que c'est important. C'est très important, c'est un sujet très important, vous venez d'évoquer là, et très important. Heureusement, il y a des hommes comme vous qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'évoluer sur beaucoup de sujets. Bon, c'est vrai, il y a autant des hommes et des femmes aussi qui font pas mal de choses. Par exemple, si on est présent ici au salon, c'est grâce à la bonne volonté d'une famille. Bon, parfois les gens disent souvent Josette Briffa. Non, c'est la famille Briffa, son mari, ses enfants, elle, qui s'intègrent pour ce grand projet-là. Et avec sa famille et leurs amis également, qui leur entourent, qui permettent d'arriver à cette grande œuvre-là. Il y a énormément de gens bien dans ce monde pour que le monde puisse meilleur. C'est ça qu'on est en train de faire. Chaque fois que quelqu'un fait ou bien réalise une œuvre positive, ça a des impacts sur d'autres personnes et les autres ont envie de faire du bien également. C'est dans ce sens-là. Je pense qu'on a plus de bien à partager que de mauvaises expériences à partager avec le monde. Tous les amis. Parce qu'en Haïti, on ne dit pas ce qu'on va faire. Ouais. Vous voyez? Parce que sinon, quelqu'un peut te faire quelque chose pour t'empêcher de prendre l'avion. Donc souvent, les gens ils vont à l'aéroport et puis c'est après leur voyage qu'ils disent « Je suis en France ». Là, c'est même bizarre quand elle essaie de dire au revoir. Oui, en fait, il ne m'a pas dit ça pour que je dise au revoir. Hein. Je pense que j'ai dû le savoir ce soir-là et j'en ai profité pour dire au revoir. Mais c'est vrai que c'est encore un système très brutal. Et je comprends, je pense que ça vient d'une certaine culture. Donc c'est des choses que je peux comprendre. Mais pour le gamin qui vit ça, oui, c'est assez brutal. C'est pour ça que il y a eu un changement brusque de culture, mais dans tous les sens du terme. Donc qu'est-ce que tu fais pour te faire accepter alors dans cette France, dans cette école, dans cette... Premièrement, je m'adapte le plus que possible, en tout cas au début. Et puis, je ne sais pas si j'ai été accepté vraiment, parce que si j'analyse bien ma vie, oui, j'ai pas eu de problème, je suis passé à côté de certaines choses, mais quand je suis arrivé à l'âge de jeune adulte, j'ai dû partir de Paris. En tout cas, pour que je puisse réussir, j'ai compris que ce que je voulais faire ne pouvait pas, je ne pouvais pas me procurer ça à Paris. Donc non, c'était, je ne sais pas si je me suis vraiment adapté. Vous savez, quand on vient du bas, on encaisse. On a une facilité d'encaisser beaucoup de choses. Mais encaisser, ça ne veut pas nécessairement dire accepter. Mais on encaisse. Donc je ne sais pas je ne sais pas, sincèrement. J'y pense maintenant, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui t'a guidé, en tout cas qui m'a beaucoup marqué dans ton livre, c'est ce que te disaient tes parents. Ton père, c'est un peu emmerdeur au départ, mais que tu as consacré, qui te disait toujours l'éducation, ta mère aussi. Ouais. Et pourquoi ils te parlaient d'éducation comme ça, alors qu'eux-mêmes n'étaient pas... Oui, ils étaient illettrés. Ma mère, jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas lire. Et pourtant, on a essayé à un certain moment, quand j'avais la quinzaine, j'ai essayé de l'aider, mais ça ne l'a pas fait. Donc jusqu'à présent, ma mère, ma chère mère,
ne sait toujours pas lire. Mais pourtant, elle s'est débrouillée à faire venir toute cette famille, à vivre dans cette société et à même exceller dans la société. Donc, vu qu'eux, ils ne savaient pas trop lire, donc ils ont voulu transmettre, ils ont voulu dire aux enfants que c'était important. Il fallait travailler, ouais. Tu as dit justement dans le livre que tu as toujours eu ça comme un message. Oui, il faut travailler, il faut pousser. Oui, mes parents, c'était des gens très normaux et je les respectais et je savais qu'il ne fallait pas que je fasse de conneries pour ne pas les mettre mal à l'aise. Ça, c'est première chose. C'est pour ça que même quand j'étais dans la cité, je traînais avec tous les voyous du quartier, mais à un certain moment, je savais qu'il fallait que je m'éloigne de certaines choses. Parce que je connaissais les conséquences, ça m'aurait dérangé de déplaire à mes parents. Donc ça, c'est le respect dont je parlais tout à l'heure, que j'ai pu avoir en Haïti avec cette enfance. Et puis je pense que c'est ce même respect que je continue jusqu'à présent d'adopter dans la grande majorité de ma vie. C'est cette base qui a été bien formée, bien fondée, elle m'aide encore jusqu'à présent. Très bien. Donc après ce séjour, tu déménages dans la banlieue sud. Ouais. Tu vas avoir l'expérience de la banlieue, d'une autre banlieue. Ouais, donc j'étais dans le 9-5. Et après je suis allé dans le 9-4. Pour les deux, c'est que des cités, juste pour vous le dire. Donc le 9-4, c'était Siège-Choisy-le-Roi. Et non, je devais avoir 15-16 ans, donc voilà, j'étais adolescent. C'est là que, c'était quand même dur, parce que la majorité de mes amis, maintenant, beaucoup d'entre eux ont disparu. Overdose, prison, drogue. Moi, j'ai 4 amis proches, à l'âge de 16-17 ans, ils sont tous morts comme ça. Donc, autour de moi, il y avait beaucoup de choses, pas très sympa. Mais j'ai, encore une fois, avec l'éducation que j'ai eue, l'éducation de base, j'ai pu éviter tous ces pièges. Et je parle de pièges parce que, quand on parle... La société, elle est assez bizarre. Il y a quand même un système qui est là, qui est bien établi. Et si on ne fait pas attention, on peut se faire avoir. Certains groupes qui partent du bas, ils peuvent se faire écraser par ce système. Et je pense que c'est bien fait parce que ceux qui sont en haut, le système va aussi les protéger pour les garder en haut. Donc c'est comment ne pas rester dans les cases qu'on nous met. Parce que c'est ça, c'est qu'on nous met dans les cases. C'est comment essayer de changer de case, de changer de conditionnement. Ça a été un challenge. Moi, j'ai pu m'en sortir peut-être grâce à l'art, grâce à la danse. Grâce à mes sorties en boîte, qui m'ont ouvert les yeux. Et ça, c'est les sorties en boîte. C'est vrai que c'est pas quelque chose que c'est ce que me refusaient mes parents, mais de l'autre côté, c'est vraiment ce qui m'a sauvé aussi. Parce que mes sorties en boîte, c'était des sorties dans les clubs les plus prisés. Et là, je voyais des gens très importants. Et être en contact aussi proche avec ces gens-là, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait nourrir. Et j'ai pris des décisions. Donc, aller en boîte, c'est pas génial, mais des fois, ça peut marcher. Oui. Alors, Jimmy, tu dis qu'il y a des gens qui veulent qu'on nous mette là. Est-ce que c'est pas plutôt de l'indifférence qu'une volonté de dire je vais les mettre dans les banlieues, qu'ils restent là, qu'ils crèvent? Est-ce que c'est pas plutôt une sorte... Est-ce que l'indifférence n'est pas pire que ça? Que vouloir vraiment garder les enfants des banlieues dans des situations comme ça? Est-ce que c'est une affaire, est-ce que c'est un choix ou est-ce que c'est carrément de l'indifférence? On s'en fout. Peut-être qu'il y a un peu des deux. Je pense que le système global est fait comme tel. Ceux qui ont le pouvoir veulent garder le pouvoir en écrasant les autres. Et malheureusement, c'est comme ça. Je parle de ça pour la France, mais c'est pareil presque partout. Aux États-Unis, on a le même problème. Les États-Unis, c'est supposé être le plus grand, le pays le plus puissant au monde,
moi qui habite à Los Angeles, je vais dans les quartiers downtown Los Angeles, un quartier qu'on appelle Skid Row, mais on pense qu'on est... Mais c'est immonde, quoi. C'est immonde. Donc, comment est-ce qu'on peut accepter ça? Moi, ce sont des questions qu'on se pose. Je ne sais pas si j'ai des réponses, mais on peut se poser des questions. Mais oui, le système est fait pour maintenir ces genres de choses. Parce que je pense qu'on peut éliminer beaucoup de choses. Quand on parle de faut arrêter la faim, il faut faire la paix, oui, ce sont des concepts très faciles. Est-ce qu'on veut vraiment ces choses-là? Parce qu'il y a ce qu'il faut pour faire ces choses-là. Il y a ce qu'il faut pour avoir la paix. Il y a ce qu'il faut pour éliminer la faim. Mais est-ce qu'on veut vraiment ça? Donc voilà. Bon, maintenant tu vas nous parler aussi de ce qui t'a sauvé, le pouvoir de la danse. Ouais. Comment tu as pu justement partir comme ça, arriver... Toi, tu voulais être footballeur avant. Ben, j'avais pas trop le choix. À l'époque, quand j'étais en Haïti, les seules personnes de référence qu'on avait, c'était Pelé. Donc, du coup, tous les jeunes Haïtiens voulaient être footballeurs. Donc, on se débrouillait presque tous. Quand je suis arrivé à Paris, en France, pareil, j'ai continué à jouer au foot. Donc voilà, c'était le truc. J'ai frôlé une bonne expérience, hein, mais ça, il n'y a pas eu de suite. Parce qu'il y a eu un scout du Paris Saint-Germain à l'époque qui est venu dans notre région pour essayer de détecter les jeunes. Et j'avais été l'un des 2 jeunes qu'ils avaient repérés pour faire un stage au Paris Saint-Germain. Voilà, je dis ça à ma mère et... Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Rien du tout. Donc du coup, il n'y a pas eu de suite. Aussi simple que ça. Mais c'est dingue, hein? Mais vu qu'il n'y a pas d'accompagnement, donc du coup, voilà, l'opportunité est passée, voilà, comme ça. Mais de l'autre côté, je ne sais pas, voilà, moi j'accepte la vie telle qu'elle. Hein. Je veux dire, peut-être que si j'avais fait ce stage, ma vie aurait été complètement différente. Donc voilà, j'ai appris à accepter les choses comme elles viennent. Donc tu es passé du footballeur au danseur? Je suis passé du footballeur au danseur, ouais. Et danseur parce que je me débrouillais plutôt bien à la danse. Et puis c'est une de ces sorties en boîte au bain-douche, exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas les bains-douches, c'est la boîte phare de l'époque. À n'importe quel moment, on pouvait aller, que ce soit du lundi, mardi, jeudi soir. On trouverait Madonna, Prince, Yannick Noah ou autres. Et à l'époque, il y avait un jeune DJ d'ailleurs qui mixait tous les jeudis soirs, du nom de David Guetta, qui est maintenant devenu quelqu'un de... c'est un jeune comme nous, sauf que lui, voilà, il a trouvé son créneau dans la musique. Donc ouais, c'est comme ça que je me suis intéressé de plus en plus à la danse. Quand j'ai essayé de faire carrière ici, j'ai réalisé que c'était trop difficile. Et puis j'ai passé un petit moment de... Voilà, j'ai eu mon moment de SDF qui m'a fait chier. Donc de là, j'ai décidé de partir. Tu es parti à Saint-Jean-de-Luz, c'est ça? Saint-Jean-de-Luz, c'était un coup de folie avec un ami. Je pense que dans le livre, je raconte très bien cette histoire. Mais voilà, on ne savait pas trop quoi faire. On a décidé d'aller en vacances sans €. Il fallait s'en sortir. On a fait ce qu'il fallait. Et puis Jimmy Globetrotter. Tu vas nous dire un petit peu, c'est incroyable. Non, c'est vrai qu'on fait par chapitre, en gros. Globetrotter. Ouais, quand je me suis barré de Paris, je me suis retrouvé en Espagne. Et cela, pourquoi l'Espagne? Sincèrement, sans raison. Je vais juste partir de Paris. Et je me suis dit, mieux vaut aller dans un pays où ils parlent une autre langue. Même si je fais rien, au moins, je parlerai une autre langue. Donc du coup, le plus près, c'était l'Espagne, le moins cher, c'était l'Espagne. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé là-bas. Et en allant là-bas, les premières choses, les premiers réflexes, c'était d'aller en boîte, quoi. Parce que c'était mes repères. Et je vais dans les boîtes les plus branchées, là, je fais des contacts. Et je vous le jure, une semaine plus tard, j'avais un casting pour un théâtre, pour jouer dans un théâtre musical, et je l'ai chopé.
Et l'aventure a vraiment commencé en Espagne, là où j'ai travaillé dans un théâtre musical pendant 2 ans et demi. Mais il y a quand même une petite anecdote pour le théâtre musical, parce que je vais passer le casting là-bas. C'est l'un des théâtres les plus cotés de l'Espagne. Très grande salle, genre Paradis Latin ou Moulin Rouge ou autre. Et là, j'arrive, c'est comme vous, il y a à peu près 8 personnes pour faire le casting, et moi, ils me mettent au milieu de la scène comme ça, et ils me parlent, et moi, je sors tout un style, et c'est là que Paris est bien, parce que Paris, c'est une école. Paris, c'est une vraie école de débrouillardisme. Et en étant sur la scène, mais j'ai fait un show, je leur ai dit que j'étais peut-être le danseur le plus coté de la France, que j'ai fait les cours dans tel ou tel endroit en parlant. Mais c'est vraiment au culot, quoi. Et je parle, je fais des gestes un petit peu bizarres qu'ils ne comprennent pas, mais ça passe. Mais des choses complètement débiles, mais avec une certaine confiance. Et puis à la fin, dans ma tête, je prends ça à la rigolade. À la fin, ils me disent, bon, mais c'est bon. Revenez dans un mois, vous travaillez avec nous. Et je retourne à Paris, je dis à mes copains, je vais en Espagne. Ils disent, allez, vas-y, ça va. Quel mytho celui-là. Personne m'a cru. Personne m'a cru. Je suis revenu, j'ai fait mes valises. 1 mois plus tard, je suis en Espagne. J'y suis resté pendant presque 3 ans. 3 ans en Espagne, après Après, j'en avais marre. Voilà, j'ai fait 3 ans de ce théâtre. C'était le même spectacle tous les soirs. C'était bien, hein, je gagnais bien ma vie, mais j'en avais marre. Je voulais essayer autre chose. Donc de là, je suis parti, je suis allé en Italie. Est-ce que je n'ai parlé dans le livre? Peut-être. Oui, bien sûr. Ok, je vais quand même dire ça pour ceux qui... Voilà. Il faut savoir que je suis haïtien. Donc je vais travailler en Espagne. Ils pensent que je suis français. Donc, je vais en France et moi, je commence à flipper parce qu'ils me donnent un travail, mais je n'ai pas les papiers pour travailler. C'est là que je vais voir un pote à moi qui faisait l'armée à l'époque. Et je lui dis, frangin, j'ai peut-être quelque chose de bien en Espagne. Tu peux me donner ta carte? Il me donne sa carte d'identité. Je trafique sa carte d'identité. Je vais en Espagne avec sa carte d'identité et je travaille sous son nom à lui. Donc du coup, j'ai cotisé pour lui. S'il veut aller en Espagne maintenant, il va toucher un peu d'argent. Et avec sa carte, j'ai pu me faire des vrais papiers de résidence en Espagne. Sauf que moi, mon nom à moi n'existe pas là-bas. C'est son nom à lui qui... Donc voilà. Ce qui était dangereux, hein, c'est pas quelque chose que je... Faut pas le faire, les gars, parce que là, on passe à côté de choses très dangereuses, hein, parce que si je me fais avoir, c'est fini. Donc voilà. Mais ceci dit, pour moi, c'était complètement normal de le faire. Je faisais rien de mal. C'est-à-dire, on m'offre un boulot et je veux travailler. Donc on va me dire que parce que j'ai pas le bon passeport, je vais être revu. Non, c'était pour moi, ça n'avait aucun sens. Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire. Donc j'étais poussé par une certaine énergie aussi. Peut-être que j'ai été protégé par cette même énergie. Donc voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut faire juste pour le faire, mais quand on est dans des impasses comme ça où on n'a pas trop le choix et on sait que ce qu'on fait ne dérange pas, je pense qu'on peut se permettre des petits crochets parfois. D'accord. Donc après l'Espagne, Italie. L'Italie, oui, l'Italie, après l'Afrique du Sud. Après l'Angleterre, non mais c'est vrai que c'est un vrai globe-trotter. Hein. J'avais envie d'apprendre, j'avais envie de voyager, j'avais envie de... Voilà, j'ai commencé à y prendre goût. Donc avec ça, voilà, je voulais continuer. Et bien sûr, le cap, à un certain moment, était les États-Unis. Parce qu'une fois avoir fait tous ces pays, ben, ce qui reste, c'est le monstre. Et le monstre, à l'époque, c'était les États-Unis. Et pour y aller, c'est pas facile. J'ai toujours le passeport haïtien. Donc du coup... je me fais jeter à chaque fois que je vais à l'ambassade. Je me suis fait rejeter au moins à 3 reprises. Et une fois, j'avais des vraies raisons. Et c'est ça qui est triste. Hein. C'est pour ça que je dis des fois, la société n'est pas, voilà, elle n'est pas équilibrée. J'ai ma soeur qui se marie aux États-Unis. Elle m'envoie une invitation pour que j'aille, pour que je participe au mariage. Je vais à l'ambassade avec l'invitation, avec tout ce qu'il faut. Ils me disent non.
uniquement parce que je suis haïtien. Donc, ouais, c'est pas, voilà, c'est pas, il n'y a pas de logique derrière ça, mais on subit, on subit toujours. Donc, maintenant arrivé aux États-Unis, Ouais. qu'est-ce que le rêve américain t'a... Tu as poursuivi le rêve américain ou le rêve américain t'a poursuivi? Non, à vrai dire, pour moi, les États-Unis, c'était une autre expérience, hein, sincèrement. Je pensais peut-être y rester pendant 1 an, 2 ans, voire 3 max, sans penser que j'allais passer autant de temps. Au début, ça allait pas trop bien. C'est très difficile. Mais j'avais déjà pas mal de bagages quand même. Tu parlais la langue déjà? Je parlais la langue, je parlais plusieurs langues. J'avais déjà travaillé dans le mannequinat, j'avais travaillé dans la danse. Voilà, j'avais rencontré un monsieur qui est une vraie légende qui m'a donné beaucoup de force. Et là, je parle de Nelson Mandela. J'avais fait une rencontre avec Nelson Mandela en Afrique du Sud. Et notre sujet de conversation, c'était Haïti. Notre sujet de conversation, c'était les héros haïtiens qui ont inspiré Nelson Mandela. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle il voulait me rencontrer. Donc, après cette rencontre, automatiquement, il y a une prise de confiance qui s'est installée en moi. Parce que là, il y a quelqu'un comme Nelson Mandela qui me dit que je suis important, mon pays est important, mes héros sont importants. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Donc, après cette rencontre, je me suis dit, je pense que je peux me permettre de tenter de voir très loin. Et peut-être qu'il y a personne qui peut m'arrêter. Il n'y a que ma volonté, que mes désirs qui peuvent m'empêcher de faire. Alors, être au 30e Salon du livre haïtien de Paris, c'est vraiment une très 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 grande émotion. Je me demande même si c'est pas mieux même que les Jeux Olympiques, j'avoue, parce que Haïti chérie, Haïti dans notre cœur, Haïti c'est ce qu'il y a de mieux. Donc oui, c'était une très grande joie pour moi d'être au Salon du livre haïtien pour la 30e édition. Surtout dans un si beau quartier, dans une si belle mairie. Que j'ai cherché très longtemps une bonne illustratrice. Il fallait que ces dessins me touchent, etc. Et au bout d'1 mois et demi, j'ai fait la rencontre de la super Queen Mama, qui est aussi haïtienne. Ça, je ne le savais pas. Et je lui parlais de mon projet. Et elle a tout de suite accepté. Queen Mama fait des dessins. Il n'y a pas elle fait pas des personnages Barbie, etc. Elle fait des personnages de toutes les couleurs, de toutes les formes et des personnages avec une très belle poésie. Et c'est ça que j'aime dans ces dessins. Et quand les parents voient le petit Tican, le petit personnage, la première chose qu'ils disent, c'est « Oh, waouh !» Parce qu'il y a une douceur qui se dégage de là, qui apaise. Et c'est ça que je veux apporter, de l'apaisement, de la beauté, de la douceur. Voilà. Alors, d'où vous avez trouvé l'inspiration pour créer tout ça? Alors, l'inspiration, c'est tout simplement, je travaille avec les enfants, je travaille en crèche, je travaille aussi pour une association culte de gospel de Paris où je m'occupe d'enfants. Et donc, je suis toujours en train de raconter des histoires aux enfants. Ils aiment beaucoup mes anecdotes, toutes les choses que je vis. Et au travail, à la crèche, je raconte beaucoup les livres aux enfants. J'aime beaucoup ce moment-là avec eux. Et donc, du coup, un jour, j'ai décidé de tout simplement, après une formation avec une association qui s'appelle « Promenons-nous dans nos histoires », qui nous a
parler des problèmes de l'écran auprès des enfants. Et donc du coup, ils ont vraiment réussi à me sensibiliser et j'ai décidé de me lancer. Tout d'abord, je raconte mes anecdotes de petite enfance, de quand j'étais à Gonaïve en Haïti. Ensuite, Tikan va grandir, va prendre l'avion, va arriver en France, à la campagne, puis en banlieue. Donc je vais raconter toutes mes aventures parce que je suis quelqu'un qui avait beaucoup d'imagination étant enfant. Et encore aujourd'hui. Et nous, en fait, on a voulu apporter une autre vérité sur Haïti. À l'école, on ne nous parlait pas de Vertière, on ne nous parlait pas de la dette, on ne nous parlait pas de tout ça, alors que ça fait quand même la fierté de notre patrimoine culturel haïtien. Donc on a vraiment écrit ce livre-là pour rétablir la vérité sur Haïti et surtout mettre en avant le patrimoine culturel haïtien. Le livre, on a mis à peu près 2 ans à l'écrire, le temps de récolter des informations sur Haïti, faire nos recherches. Le mettre en page aussi, ça a été assez long. Et depuis que vous l'avez sorti, dites-moi comment vous sentez l'émotion des gens lorsqu'ils ont découvert votre livre. Alors notre livre est sorti, ça fait 1 semaine, vraiment ça fait 1 semaine jour pour jour. Et on a eu jusque-là que des retours positifs. Les gens au premier abord nous disent « Ah, c'est joli !»« Ah, pourquoi on nous a menti sur Haïti ?» Ça suscite quand même de la curiosité. Et puis après quand on l'ouvre, on voit qu'il y a autant d'images d'Haïti. En général, les gens sont assez contents. Ils se disent « Ah, c'est un beau livre ». Toujours qu'on goûte sang, non plein mais dans nuit. Chacun son membre bobèche, yon n'a pas crié, pas fait attention. Et bonsoir. Non, moi c'est Kessita Clénard, donc je suis artiste, chanteuse du duo Métis Cacao et je suis aussi chef dans pas mal d'activités, on va dire coordonnatrice d'activités culturelles sur Paris. Et avec Amos Coulange à mes côtés qui forme le duo Métis Cacao, voilà. Avec un K hein, et avec un C aussi. Pour être métissé, cacao. Voilà. Et c'est très important pour nous d'être dans ce salon pour parler d'Haïti, pour parler de notre culture, pour parler de la musique, puisque Amos ce soir va jouer, qui fait partie des artistes présents ce soir pour les 30 ans d'Haïti Futur. Et nous avons une table de vente, de présentation de partitions et de CD d'Amos Coulange qui est juste là. Et donc, Amos, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout mes partitions. Parce que les partitions dans un salon du livre est comme un petit livre, mais un livre dans une écriture un petit peu différente, pour laquelle il faut quand même consacrer un petit peu de temps. C'est pas savoir compter jusqu'à 15, hein. C'est beaucoup de temps pour savoir lire Do, Ré, Mi, Fa, Sol et les entendre. Mais Haïti a ça aussi, peut-être pas en grande quantité. C'est-à-dire, si on cherche des partitions haïtiennes dans une bibliothèque, on va trouver Franz Casseus, parce qu'il a édité ses œuvres. On va trouver quelques partitions de Lamotte reprises par d'autres éditeurs comme Fischer ou autres. Et maintenant, toutes les partitions écrites haïtiennes sont presque à l'université UQAM de Montréal. Et avec très peu de gens qui sachent les lire. Pour simplement raison, on est 95% d'analphabètes qui ne savent même pas dire A, B, C, D, E, F. Comment on peut dire Do dièse, Fa dièse, Si bémol. Ça se comprend. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire on n'est pas obligé de savoir lire la musique maintenant avec les nouvelles technologies. Mais quand on sait les lire, on n'est pas plus bête non plus, parce que ceux qui savent les lire peuvent aussi utiliser la nouvelle technologie. Mais maintenant, pourquoi on doit avoir une somme de richesse consignée dans des petites boules, des petits coins qui parfois sont restés dans les familles à être rongés par des mythes, par des vers de terre, mais même on transforme ces papiers en sachets pour vendre du riz ou du sucre. Donc c'est un niveau de sous-développement que je dois contester, et je conteste précisément parce que j'ai des partitions qui sont éditées au Canada. Et ces œuvres sont aussi enregistrées. Et ces œuvres ont eu le premier prix au Carrefour mondial de composition, 7e Carrefour mondial à la Martinique en 1987. Bien sûr, je parle comme si j'étais un aigri, c'est pas vrai. C'est-à-dire ce que je fais, personne ne peut le faire comme moi. Donc je suis très fier. Oui. Comment vous sentez l'émotion du public qui vient vous admirer ici? Moi, plus qu'émotion, parce que les gens ne savent pas lire la musique, ils achètent quand même la musique en disant Haïti Futur. Dans le futur,
on aura peut-être des personnes pouvant décrypter ça, pas comme Champollion qui décrypte les hiéroglyphes avec des petits oiseaux. Là, c'est des petites boules que tout le monde peut comprendre dès qu'on sait compter. Maintenant, ce travail-là, c'est pas pour moi, c'est pour le futur. Parce que mon travail est fait pour le public, pour des oreilles actives et présentes. Et ça colle maintenant, bien avec Haïti Futur. Et dans cette ambiance, oui. Travail d'Haïti Futur, justement. On voit, parce que j'écoute souvent, c'est vrai, tous vos titres, mais d'où vous venez, d'où vous trouvez l'inspiration pour pouvoir séduire, écrire tout ça pour séduire le public? Bon, nous, en fait, dans notre duo, on a un répertoire qui est chargé de textes de grands écrivains et surtout de la famille et quelques compositions d'Amos et de moi-même. Donc, l'idée, c'est vraiment de véhiculer toute l'histoire d'Haïti au travers de ces chansons-là et avec toute la poésie du quotidien, en fait, un peu de, comment je pourrais dire ça, un peu très pédagogique, si j'ose dire. En fait, c'est un peu l'idée de notre truc. Lyrique créole. On appelle ça du lyrique créole. Toujours qu'on sang, n'en blâme l'ennui. Nettoyons tache sang, nettoyons tache sang. Souzier Et donc là, on participe avec nos puzzles. On a des puzzles sur Haïti, avec des puzzles sur Catherine Flan, sur Dessalines et sur la Citadelle. Et aussi, on a des polos qui sont ici, des polos aux couleurs de Haïti et avec le projet Haïti Je Connais. Donc là, c'est toujours un plaisir d'être là et de voir autant de monde réuni pour la culture haïtienne. On a toujours supporté l'association Haïti Futur, qui est un pilier dans la vie culturelle haïtienne, parisienne, et à Paris. Et donc c'est vraiment une association à supporter et les activités qu'ils font sont toujours de qualité et aussi ils ont pas mal de projets qu'ils font en Haïti. Donc je leur souhaite longue vie et peut-être 30 ans encore et pour continuer à supporter Haïti et la culture haïtienne. Rituel du vaudou, qui est une analogie entre la religion dite chrétienne et les symboles du vaudou. C'est-à-dire, je vais même à comparer les vévés avec les vitraux des églises et on retrouve des similitudes. Même la libation, c'est le baptême et dans le baptême chrétien, on retrouve beaucoup de similitudes dans le baptême d'un initié du vaudou. Alors c'est toutes ces choses, même dans la nourriture, toutes ces choses qui sont interdites pour nous. Pour les chrétiens et qu'on retrouve dans le vaudou. J'ai dit, mais quand est-ce qu'on est chrétien, quand est-ce qu'on est vaudouisant? Alors, au nom de la liberté. Au nom de la liberté, c'était justement pour les 200 ans de l'indépendance d'Haïti. J'ai voulu vraiment rendre hommage à tous ceux qui ont permis cette liberté-là. Même si Haïti, aujourd'hui, on est dans la tourmente, mais on est libre. La liberté n'a pas de prix et tous ceux qui ont donné leur vie et tout ça pour cette liberté-là, c'est ça au nom de la liberté, au nom de tous ceux qui ont permis qu'on soit là en train de parler, de dialoguer, de s'interroger, de prendre le micro, quoi. Là, on représente quoi pour vous? Là, c'est la liberté. Là où moi je peins, quand je peux, il y a des choses qui sont plus profondes que je ne peux pas exprimer par écrit, des choses qui peuvent me vraiment contraindre à donner des explications. Je fais une peinture, là c'est carrément le pouvoir. Le pouvoir de dire les choses, le pouvoir de raconter, de pouvoir de parler à la place de ceux qui refusent de parler. C'est comme pour la femme violée là. Et je pense aujourd'hui, lorsqu'une femme est violée, on lui demande carrément d'expliquer pourquoi elle est violée, comment ça s'est passé. Et tandis qu'une femme qui est quelque part, n'importe où, n'est pas censée savoir dans la minute qui suit, elle va être violée. C'est au bout d'expliquer pourquoi lui il est venu vers cette femme, pourquoi il est arrivé à cet acte-là.
mais on demande toujours à la fille, est-ce que tu l'as regardé, est-ce que tu as fait un geste? Non, et ça ne s'explique pas, en tout cas par la victime. Parce qu'on ne peut pas deviner ce qu'il y a dans la tête d'un violeur. Et ça aussi, je pense que la société doit évoluer. Malgré le temps, on n'arrive pas vraiment on confond tout dans le viol. Parce que la femme, au contraire, la femme cherche la tendresse. Quelle personne au monde va chercher à être violentée? Non. Mais on demande toujours à la femme, pourquoi vous n'avez pas dit non? Pourquoi vous n'avez pas couru? Pourquoi non? C'est à l'autre d'expliquer pourquoi l'autre est resté inerte, pourquoi l'autre n'a rien dit, pourquoi lui il est venu violenter l'autre au lieu de lui parler. Depuis la création de MeToo, beaucoup d'hommes ne s'adressent plus la parole aux femmes, aux filles. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Quelle belle chose de courtiser une femme. C'est un beau moment. Même si on reçoit un refus, mais on peut avoir le sourire aux lèvres, d'avoir dit des beaux mots, d'avoir été un gentleman. Mais si on ne peut pas parler à une femme, à qui on va parler? Voilà. J'ai pu vous faire voir, comprendre un peu un extrait. J'ai passé au moins 2 heures pour sélectionner quelques artistes sur la culture haïtienne, sur l'art. Elle a déterminé aussi, elle a expliqué ce que c'est l'art. À très bientôt. Ciao. Sur les gens qui t'es sentiments pour des agréments. Pour ton même t'es remet, chérie, j'en